Bonne journée. Tu gaspilles pas. Au revoir. Je m'appelle Fatoumata Ndiaye. J'ai 37 ans et j'étais intervenante sociale dans une structure d'hébergement. J'ai grandi dans une grande famille où, dans cette ville, dès qu'il y a des étrangers, on les orientait chez nous. Donc, depuis que je suis petite, on accueillait des personnes qui étaient de passage dans cette ville, qui n'avaient pas de point de chute, et ils venaient loger chez nous. Ma mère les faisait à manger, il n'y avait pas de contrepartie, il n'y avait pas de conditions. Et nous, on s'est retrouvés même à ne pas avoir un lit au profit de l'autre qui était là, parce que nous, on a une tradition qui dit, où c'est peut-être en lien avec la religion aussi, musulmane. L'hôte est roi et l'hôte doit être bien traité. Si quelqu'un me demande un service, si je ne le fais pas, je ne suis pas bien. Je ne dirais pas que c'est des qualités, parce qu'après, ça nuit à ma famille, ça fait des fois des conflits avec mon mari, qui n'est pas du tout ça. Lui, il est informaticien et on n'a pas la même façon de voir les choses. Il me dit, pourquoi tu te bats pour des gens, même des fois, j'ai vu en être des gens qui sont plus aisés que moi. Et lui, il n'est pas d'accord, il a dit, eux, ils ont ça, et pourquoi toi, tu te bats pour ça? Moi, je suis comme ça. C'est pas parce que, voilà, je veux qu'ils me rendent la monnaie ou qu'ils, voilà, donc... Le social n'est pas très valorisé. Par exemple, on a un diplôme égal avec le niveau 3 avec les infirmiers d'État. Maintenant, les infirmiers d'État, ils sont plus... Pourquoi? Parce que le social, il n'est pas aussi valorisé que la santé. Les assistants sociaux qui travaillent dans les hôpitaux, ils ne voient pas la nécessité d'avoir une assistance sociale. C'est des gens blablabla. On a besoin de ces blabla aussi pour pouvoir accompagner. Il n'y a pas que les piqûres, il y a aussi le social, ne serait-ce écouter la personne, ne serait-ce discuter avec la personne. L'argent, ça ne peut pas tout acheter. Justement, puisqu'on parle de notion de rapport à l'argent, ça ne peut pas acheter l'amour, ça ne peut pas acheter le respect de quelqu'un, ça peut pas... donc on peut aussi en faire un peu ce qu'on veut, quoi. Objection. On n'est pas clair avec soi-même par rapport à ce qu'on aime, en fait. Parce que selon le texte qu'on avait lu, là, le texte de Marx, et le vilain devient beau. Quelqu'un qui a de l'argent, il épouse une femme. Et à un certain moment, le mec, il n'a plus d'argent. Ben, petit à petit, sa femme va la quitter. Il va chercher pourquoi. Et il y a des années de vie commune. Comment on peut expliquer ça? Tout d'un coup, il n'y a plus d'amour. Avant, le mec, il ne voyait jamais que sa femme ne l'aime pas et ça ne se voyait pas. On vit dans un monde de matérialistes, malheureusement, mais C'est la vie. Voilà, c'est la vie, hein. Il faut faire avec. Non, je sais que je ne me marierai pas avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, par exemple. Alors, effectivement, est-ce que tout s'achète? Ça, c'est une grande question classique en philosophie. Vous avez aussi utilisé le terme de valeur. Et ça, ce terme de valeur est très important pour nous, puisqu'il y a une ambiguïté, là encore, autour du terme de valeur. La valeur, en philosophie, ça peut désigner justement un idéal pour lequel je suis prêt à lutter, l'idéal de justice, l'idéal de la vérité, ce que je ne peux pas acheter, justement. Ça, c'est le sens philosophique de valeur.
Mais effectivement, le terme de valeur, on le retrouve aussi dans le lexique de l'économie. Mais on a distingué monnaie et argent. Justement, on commence à parler d'argent quand on dit que la monnaie ne suffit pas à saisir cet objet mystérieux qui nous sert à l'échange. L'argent implique l'idée de passion, de puissance, de démesure. L'argent véhicule du sacré. Mais le danger, c'est que l'argent passe justement du statut d'instrument, de moyen, à celui de finalité. Avec le fait qu'on n'est pas du tout dans la même idéologie et dans la même économie, quand on passe du travail social dans l'Ancien Régime avec les bonnes œuvres chrétiennes de Saint Vincent de Paul, où c'est la charité qui compte, il faut donner de manière ponctuelle aux pauvres, avec la solidarité, on est dans l'idée de favoriser l'autonomie des personnes. D'accord ? C'est bon, c'est clair ? Voilà, ça a été. Je vous remercie. Je m'appelle Laure et j'ai 25 ans. Alors je trouve que déjà c'est un métier qui a quand même de la psychologie dedans. Et il fallait que je fasse un truc où il y ait de la psychologie. Parce que je voulais travailler directement sur l'individu. Et j'avais vraiment envie de m'engager aussi. En même temps, c'était très lié à la philosophie aussi, puisque la philosophie c'est un regard sur le monde. Donc du coup, quand j'ai fait un peu de philo, ça m'a plutôt aidé à avoir mon propre regard. Et ensuite, le travail social, je me suis dit, maintenant il faut agir sur des formes d'injustice. Donc je pense que c'est ça en fait, c'est mon envie de m'engager, de faire un peu ma part et de travailler sur les injustices sociales. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a motivée et de me dire que à notre propre échelle, on peut contribuer à un meilleur, je pense. Je pense que c'est à ça qu'on sert, entre guillemets, quoi. Mais que la justice sociale, ça se questionne, ça se travaille, ça veut dire remettre en question un fonctionnement de notre société. Et c'est pas évident. Si on était dans une société où chacun s'occupe de l'autre et où on prend soin des uns des autres et où chacun ait les moyens de se réaliser, de s'accomplir, alors on en aurait peut-être moins besoin. Mais c'est pas non plus parce qu'on a les moyens de s'accomplir qu'on arrive toujours à le faire et qu'on n'a pas besoin à un moment donné d'être soutenu. Donc non, je pense que le travail de soutenir et d'accompagner, quelle que soit la société, on en aura besoin, ouais, je pense. Je pense que c'est pas en tout cas un boulot qu'il faut figer dans ce qu'il est fait aujourd'hui, mais qui peut évoluer. Et que ça, c'est cool aussi, on est accompagnateur du changement, si on veut bien. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, il y a du taf. Ce que je dis, c'est qu'il faudrait que chaque individu donne sens à sa vie. Donc ça veut dire être en harmonie entre ses valeurs, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Et moi, c'est quand je fais ça que je me sens en harmonie, en fait. Et que j'ai l'impression que ma vie a du sens et que je peux le partager. C'est le fait de le partager aussi, c'est de dire... regardez, ensemble, on peut faire tellement de choses et on peut transmettre tellement de choses et le monde, il peut devenir tellement plus beau comme ça que c'est pas une dette, c'est un sens que je veux donner à ma vie. Monsieur, il a eu son chèque de remboursement de matelas. Donc je vais le formaliser par écrit, comme quoi le matelas nous appartient bien dans la mesure où c'est nous qui l'avons financé. Donc dans la règle de l'établissement, c'est que le matelas soit sur un lit et qu'il est hors de question que le matelas soit par terre. Mmh. Donc ça veut dire que je vais demander à Rodolphe de faire intervenir les techniciens vendredi matin pour remettre un lit. Donc là, il va faire de la résistance parce que c'est le bordel chez lui et que le lit, ça prend de la place. Voilà. Donc je vais pas la jouer genre je vous donne le chèque mais on met le lit. Mais quelque part, il va falloir la jouer judicieusement pour qu'un lit soit remis en place et qu'en même temps, je lui remette le chèque. Donc là, moi, je vais prendre une décision. On va lui commander une étagère. On va l'aider à ranger ses affaires d'un côté. Ça lui permettra de respirer un peu.
nettoyer, de passer un petit coup au moins par terre, tu vois, déjà de fait de pouvoir ranger. Ça permettra de dépoussiérer, passer un coup de balai, passer l'eau de javel et tout ça. Hein, puis ça, du coup, ça va peut-être l'encourager, tu vois, on va lui dire en même temps. Moi, je vais lui dire, voilà, moi, votre étagère, je vous la donne. Je vais voir ça avec Rodolphe, tout de suite par mail. Et de manière à ce que, tu vois, ça lui donne un petit coup de pouce. En plus, c'est le printemps, ça va lui faire du bien. Comme c'est quelqu'un qui a besoin de sortir aussi. Voilà, c'est les orientations pour me surveiller. Ok, c'est super. Ok. Ouais, très bien. Alors, donc, Rachida, monsieur... Pour moi, c'est une responsabilité d'avoir une stagiaire. Voilà, qu'elle puisse trouver des liens entre la théorie et la pratique. Et puis sur l'autonomie, c'est de lui laisser un espace d'initiative tout en lui garantissant, voilà, qu'elle sache que je suis là, que l'institution est là. Et avec pas un contrôle, mais des évaluations régulières, des repositionnements, des réflexions, des échanges, et en la mettant au courant des enjeux qu'elle pourrait ne pas percevoir parce qu'elle est là pendant 5-6 mois, c'est pas très long. Et puis qu'elle parte de ce stage en se disant j'ai appris quelque chose, que mon diplôme ait un sens et que si je me trouve dans une situation... Voilà, que si demain tu te trouves dans une situation de travail, avec un contrat de travail, avec des responsabilités face à un public, que tu te sentes en confiance avec toi-même, avec ce que tu fais, ce que tu as appris, et de l'expérience humaine aussi que tu en as eu. Il y a l'expérience humaine très importante. Je m'appelle Richard, j'ai 41 ans. Précédemment, je sors d'une caisse d'assurance maladie. J'étais dans le service CMU, donc j'avais déjà en face de moi des personnes qui en avaient vraiment besoin. Mais mon rôle en tant que salarié d'une caisse n'était pas d'aller dans la profondeur de la question sociale, c'était de leur apporter une couverture qui leur permettrait de faire face à leurs soins, des soins médicaux. J'avais aussi souhaité savoir comment on peut continuer l'accompagnement. Et là, je suis en reconversion et j'ai choisi et opté pour le travail d'assistant de service social. Donc j'ai accepté le parcours de 3 ans. Ce qui m'a motivé, c'est que nous tous, personne n'est épargné. On peut tous un jour passer par là, mais s'il n'y en avait pas de travail social, on s'adresserait à qui? Donc même si directement, ça ne s'est jamais produit pour nous, on ne sait pas demain, peut-être qu'on en aura besoin. Et on sera très content d'avoir un travail social devant nous qui nous tendra la main. Donc pour moi, le social, c'est tout ce qui est lié à une certaine forme de solidarité. Si aujourd'hui je dois répondre quel est le domaine qui vous attirerait le plus, je dirais peut-être l'insertion. Il faut avoir une formation, un métier, il faut trouver du travail. Et pour moi, tout part de là. On a un métier, on cherche du travail, on a un travail, on a un salaire. Donc, je suis encore dans cette optique que ceux qui veulent travailler finiront par trouver du travail. Mais avec le mot magique qui est aujourd'hui la flexibilité. Quelqu'un qui est flexible ne se pose pas la question s'il se fait aux conditions du travail. Lui, il va vers le travail et dès qu'il a ce travail, il est content. Parce que même, je n'ai jamais vu un assistant social qui a réglé les problèmes d'un âgé parce qu'il lui a fourni tous les mois des aides sociales. Les aides sociales ne se donnent pas tous les mois. Les aides sociales sont ponctuelles. Après avoir atteint la limite des aides, qu'est-ce qu'on fait donc? Maintenant, je vois peut-être des choses d'une manière très angélique. Est-ce que c'est facile de demander à quelqu'un de prendre un métier qu'il n'a jamais osé penser, qu'il ne souhaite pas faire? Je ne sais pas. Quand je serai demain confronté à cette situation, je verrai. Étage 3. Ça va, beauté? Oui, ça va et toi? Nat. Il faut profites-en pour te lâcher. Ton mari ne verra pas le film. Il sera diffusé en Chine. Tu penses que je suis... Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Profite pour te lâcher. Je t'ai dit que j'étais enfermée, là. Profite
pour te lâcher, ça veut dire quoi? C'est que tu es emprisonné quelque part. Que là, t'as l'école. En plus, il a dit ton mari ne verra pas le film. Non, mais il a envie de me faire parler. Tu sais pas comment je suis avec mon mari. Tu es gentil, tu es gentil, tu es gentil, foi. Tu es incapable de tuer une mouche. Qui décide ou pas. Tu es gentil, tu es gentil. Qui porte le pantalon à la maison, tu sais pas. Tu es gentil, même si c'est toi qui le portes, tu le portes bien. Fanny, il faut essayer d'étudier le dossier là. Non, j'ai trop de dossiers en cours. Et alors, comment vous vivez au lieu de stage? Comment vous vivez au lieu de stage? La place de la stagiaire, c'est dans certaines entreprises, c'est pas bien défini. C'est pas facile à trouver. Donc la stagiaire, souvent, elle est tirée entre... Déjà quand ils ne savent pas, dans la direction, déjà quand ça ne va pas ou bien quand les rôles ne sont pas bien définis, en fait, la stagiaire, elle est là, elle est ballottée de gauche à droite, quoi. J'ai eu un stage au DSU, c'est le service développement social urbain, et chez un bailleur qui est Pleine Commune Habitat, à Saint-Denis. Pour être franche, c'est pas le métier assistant social lambda. Déjà, il n'y a pas de travailleur social dans le volet DSU. Il n'y a que des chargés de mission qui ont des formations autres que dans le social. Bonjour. C'est pas tout. Ça va? Ouais, toi? Un beau week-end? Ouais, très bien. Et toi? La semaine Ça va. Mon cours, ça a été? Avec la pluie, tout ça, pas facile. Hein? Ouais. Alors, j'avais déjà fait ça, tu peux regarder si... Ouais, ça c'est le questionnaire. Les questionnaires. Nous, on va quand même le montrer à Auria. Et on va repasser en revue toute la liste des locataires. D'accord. Donc ça, c'est celui que tu vas administrer dès cet après-midi? Ouais. D'accord. Quand ils m'ont pris, le projet, c'était d'accompagnement social, des livraisons neuves, comme ils le disent. En fait, les livraisons neuves, c'est des constructions qui ont été faites, tout neufs, et les locataires actuels doivent être accompagnés sur tout ce qui est sur la vie quotidienne. En fait, le volet vivre ensemble, l'occupation des parties communes, voilà. Je comprends pas. Ah, d'accord. Ben, je veux parler fort pour que monsieur entende. Alors, nom, prénom, ça je l'ai déjà, je vais les mettre. Alors, êtes-vous satisfait des équipements du quartier? Le marché, les boutiques, ça va? C'est plus. Je connais déjà, j'allais déjà. Maintenant, c'est à côté. Maintenant, c'est mieux. Maintenant, c'est pas loin de mon travail. Je vais à pied au métro le matin pour travailler. Ah, vous travaillez où? À Corentin-Carrier. Ah, ok. À pied, c'est génial. Hein? Non, je vais à pied juste au métro. Hein. Ah, après, vous prenez... Oui, Corentin, oui, c'est ça, intérieur. Dans le 19e. Dans le 19e, d'accord, oui. Parce qu'avant, je prenais 2 bus et je prends le métro pour aller travailler. Ouais. Dans quoi? C'est pas... Chez Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, oui. Je fais les toilettes et les bureaux, c'est le ménage. Ouais, d'accord. 5 heures. Oui, je sors à 5h15, je commence à 6h. Et vous finissez à midi? 9h normalement. 9h. Ok. Bon, maintenant, la vie se facilite pour les transports un peu. Ah oui, c'est mieux. Avez-vous un parking ici? Moi, on m'a donné un parking souterrain, normalement. C'est un tirage au sort. Ah oui. Oui, il y a 13 places pour 31 appartements. Et tirage au sort, c'est ça? Ils n'ont pas un tirage au sort, ouais. Ça, c'est pas cool, ça. Moi, j'ai été tiré au sort pour avoir une place. Ah, c'est bien ça, vous avez la chance. Entre-temps, j'ai vendu la voiture. Parce qu'il faut se présenter à l'agence avec la carte grise d'assurance. Ah ouais. Moi j'ai vendu la voiture, j'ai plus de voiture. Alors du coup, ils ont donné ma place à un voisin. Ouais, c'est ça. Et l'éclairage ici? La lumière, tout ça? C'est bien. Ça va? Tranquillité? Oui, tranquille.
Est-ce que vous voulez faire partir de l'amicale des locataires? Là, on va faire l'enquête, mais après, quand on va faire l'enquête, on va faire une restitution. Mais après, nous, on se retire. C'est à vous de gérer avec vos voisins. Il y a une organisation amicale qui va se créer et vous faites les choses. Après PCH, des fois, ils vous financent. Ils vous donnent, par exemple, 200 € pour organiser la fête des voisins. Des trucs que vous pouvez vous réunir tous ensemble quand il fait beau devant. Ouais. Ça peut être cool, hein? Ouais. Mais ça serait bien si on avait un banc pour s'asseoir là-bas quand il va faire beau. Bon, ça, je vais noter. Alors, je vais noter. On a même parlé avec les voisins quand on avait le maire chez une voisine pour le chauffage. Il faudrait des bons là, le long de partie verte. Là, les gens, ils s'assoient là. Ils oui, mais là, ils peuvent le faire. Discutent. Comme ça, il n'y aura pas de voitures qui se garent. Voilà. Comme ça, les voitures, ils chercheront ailleurs. Ça m'apporte une posture de professionnel déjà. Et je suis sur le terrain, ça me prépare davantage à ma sortie. Parce que l'idéal, c'est après la formation, d'être sur le terrain. Et quand je suis déjà sur le terrain, c'est une préparation plus accélérée pour moi. Voilà. D'ailleurs, je t'ai piqué ton bouquet, il faudrait que je te le montre. C'est une formation vraiment qui... Enfin, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est que ça nous apprend notre métier, mais ça nous apprend aussi beaucoup sur nous, à déconstruire toutes nos représentations. Donc ça, enfin, pour moi, c'est autant une formation sur devenir assistante sociale et aussi sur nous-mêmes et notre façon de voir les choses, de réfléchir. Je pense que ça donne une gymnastique d'esprit qu'on n'avait pas forcément avant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a des automatismes maintenant où on va s'interroger sur nos croyances beaucoup plus que ce qu'on l'aurait fait avant. Donc c'est plus une manière de penser que ça nous inculque que des pensées toutes faites. C'est plus ça et ça développe un esprit critique et ça fait voir l'envers du décor de la société. Enfin, et puis ça force à se positionner aussi. C'est ça qui est bien de mélanger la pratique aussi avec les études. C'est qu'en stage, on se positionne. À un moment donné, on se dit, bon, ben voilà, j'ai appris ça, maintenant je réfléchis comme ça, je vois le monde comme ça. Mais dans les faits, je fais quoi? Et comment je me positionne par rapport aux personnes, comment j'ai envie de travailler, quelle personne j'ai envie d'être à travers mon travail. Et même en dehors, parce que ça nous rend un peu militants aussi. Et c'est ça qui est intéressant et c'est là où ça nous change, je pense. Plus, ça nous positionne, quoi, je pense, un peu plus. On y retourne? Ouais, on y retourne. Je m'appelle Lou, j'ai 23 ans. Bon, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est assistante sociale aussi, donc ma mère. Donc j'ai grandi là, avec des valeurs du social, de l'entraide, du respect, etc. Militant aussi beaucoup. J'ai passé en fait moi le concours d'assistante sociale, je l'ai passé en sortant du bac. J'ai eu l'écrit et j'ai pas été à l'oral parce que je me sentais un peu jeune et j'étais un peu est-ce que je fais ça parce que ma mère fait ça, donc du coup est-ce que je suis pas influencée? Donc j'ai voulu prendre le temps, travailler pour voir si j'étais vraiment sûre de mon choix. Et 4 ans après, j'ai repassé le concours parce que je m'étais bien posé la question et je me disais, bon, bah, c'est pas que parce que ma mère fait ce travail que je veux le faire, c'est aussi parce que ça respecte mes valeurs, ça respecte ce que je veux être. Cette formation, elle est super parce que tu as 3 ans qui sont importants pour apprendre tout ce qui est administratif, institutions, politique, sociale, etc. Mais aussi, ça t'apprend vachement de choses sur toi parce que ça t'amène des réflexions et ces réflexions, elles sont importantes dans notre pratique. Et je pense qu'on aura des réflexions toutes neuves de notre vie parce qu'on travaille avec l'humain et l'humain a tellement de particularités qui... Enfin, tu peux pas adapter, tu peux pas avoir une façon de travailler que tu appliques à tout le monde pareil, c'est pas possible. Parce que je vais être avec quelqu'un, l'entretien d'après, je serai avec quelqu'un d'autre de complètement différent, qui n'a pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes envies, etc. Donc il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faut aussi réfléchir à soi-même, quoi. Moi, j'ai une métaphore que j'ai entendue une fois que j'aime beaucoup. Je trouve que l'AS, c'est vraiment la béquille
de quelqu'un qui aurait pu se casser le pied, par exemple. On est vraiment la béquille de cette personne, dans le sens où voilà, il lui arrive un moment, quelque chose dans la vie. Il y a un moment, elle va avoir besoin d'un appui, on va dire. Mais voilà, sans la béquille, la personne aussi pourrait à peu près s'en sortir, mais en a besoin. Comme nous, on a besoin de la personne qui s'est cassé le pied pour aussi travailler. Mais c'est vraiment Enfin, c'est pour ça qu'on dit accompagner les personnes et pas les aider, forcément. C'est tous les deux, enfin, c'est ensemble qu'on fait ce métier. Et sans eux, on ne pourrait pas travailler. Et sans nous, ils pourraient peut-être s'en sortir, mais on apporte quelque chose aussi. Enfin, moi, j'ai eu des situations où, en stage un peu, où tu sentais que les gens un peu te donnaient ces papiers, te disaient tiens. Et voilà, moi je disais non, moi je veux bien t'aider, mais il y a un moment, c'est tous les deux et je vais pas tout faire pour toi parce que ça servira à rien. Et que la semaine d'après, tu recevras un autre courrier du même type et tu comprendras pas parce que c'est moi qui l'aurais fait. C'est plutôt, viens, on le fait ensemble, je te montre comment on fait si tu sais pas, et pour plus tard que tu fasses tout seul. Donc c'est un peu ça le côté autonomie, recherche de l'autonomie. En fait, il y a 3 périodes du libéralisme qui nous concernent directement dans l'histoire. Il y a une première qui concerne les années 70 avec le fameux texte de René Lenoir sur les exclus et qui pose l'idée qu'il faut diminuer au maximum les budgets sociaux pour faire en sorte que les impôts puissent diminuer sur les entreprises. Donc ça, c'est la logique des années 70. On a une deuxième période, c'est les années 90, avec une deuxième attaque qui porte là plutôt sur la question de la mise en concurrence de l'ensemble des acteurs des services. Vous savez, la fameuse circulaire sur les trucs libres et non faussés. Et il y a une troisième période qui démarre dans les années 2000, qui a d'abord été mise en place au niveau de l'Amérique du Sud, avant d'arriver en Europe, et qui est justement le social business. Et il y a aujourd'hui une vidéo sur Mediapart qui vient de passer de Jean-Louis Laville qui a fait un texte qui s'appelle Inventer la gauche du XXIe siècle. Et il dit précisément que les acteurs de l'Amérique du Sud nous alertent du fait que c'était les premiers à vivre le social business et les effets que ça a eu sur la déstructuration des sociétés d'Amérique du Sud. Et ils nous disent qu'en fait, il faut vraiment faire attention à ce truc-là et sur les effets que ça est en train de mettre à l'intérieur de la société. Voilà. Bonjour, Richard Marche. Bonjour Richard. Ça va? Ça va et toi? Il y a Mickaël qui vient à 17h. On a réussi à lui trouver un stage en ESAT qui l'intéresse en cuisine. Et ça serait vraiment quelque chose de super s'il pouvait s'y trouver bien et puis y être embauché. C'est tout nouveau. Il y a un risque de ne pas être embauché à l'ESAT? Oui. Ah bon, je crois que l'ESAT embauchait toutes les personnes en situation de handicap qui souhaitaient travailler. Oui, mais maintenant, il y a une exigence de production quand même, et il y a des personnes qui maintenant ne sont plus adaptées au travail en ESAT alors qu'ils l'étaient par le passé. C'est la crise, ils travaillent avec des entreprises qui leur demandent de produire une certaine quantité de choses en un certain temps. Et finalement, des personnes qui pouvaient travailler par le passé en ESAT se trouvent des fois en difficulté pour y trouver un poste parce que le rythme de production, l'exigence est plus importante que par avant. Bon, elle avait sonné à l'interphone, peut-être qu'il est arrivé là. Ouais. Bonjour Mickaël. Bonjour. Ça va? Ouais. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu? Hein? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu? Ah ouais. Ouais. Sylvain est là. Sylvain, vous vous mettez où avec Mickaël? Dans le bureau ou dans le... Oui, dans le petit bureau. Ça va, Mickaël? Bonjour. Salut, monsieur Mickaël. On y va? Est-ce que vous voulez un café, Mickaël? Oui. Ouais? Bah, allez-y, vous installez et je vous apporte. Je vais vous le faire, sinon Sylvain, si tu veux. Ouais. Nous, bah voilà, votre café déjà. On est en train de préparer votre synthèse. Est-ce que vous voyez ce que c'est?
Oui. D'accord. On est en stage de cuisine. Alors, on va parler de ça dans la synthèse, mais une synthèse, c'est écrire un peu qui vous êtes, où vous en êtes, et ça sert à préparer votre projet. Donc là, déjà, le projet, il avance bien, puisque la dernière fois, on avait parlé d'ESAT, on avait parlé de foyer, et on est déjà en train d'avancer dessus. Hein? Oui, je vais parler de plein de choses aussi. Hein. Oui, il y avait... Je vais parler de musique, je vais parler des tableaux. La peinture, ouais. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait parlé d'autre. Je crois qu'on avait parlé pas mal de choses, nous deux aussi. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport à votre stage. Est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne une fois au moins en bus? Ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal. Parce que tu risques peut-être un peu me paumer. Ouais. Parce que comme ça serait la première fois que je vais le faire, ouais. Et si je me perds, ouais, c'est pas même en plus, les bus, c'est pas facile à connaître. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Il faut savoir lesquels bus lequel qui va là-bas, le soir, lequel qui retourne à la gare. En plus, je commence à 8h30, je finis à 3h. Le stage a eu lieu où? De cuisine. Où? Aux Ulysses. Ah, aux Ulysses. C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Mickaël, vous habitez où, vous? Vous pouvez dire à Richard? À la gare Palaiso, de l'autre côté de la passerelle. D'accord, ben il utilise la gare de la d'accord. Comme ça, Richard... Pas celle-là, hein. Pas de côté-là, mais de l'autre côté. Côté Simpli, là où il y a le... Oui. Vous connaissez? Isaac Mosaï. Ben, je vais regarder tout de suite la bus. Bon, ben moi je vais vous faire une lettre et puis je vous donne ça avant la fin du rendez-vous là. Hein? Je prendrai 2 minutes pour faire une lettre rapide et je vous donne ça. Le bus, c'est le bus 23. D'accord. Qui fait à peine 15 minutes par moment ou 20 minutes, ça dépend. Ah oui, pour arriver aux Ulysses, donc c'est pas loin. Ah ouais, d'accord, ok. S'il part à 7h20, il arrive à 7h35. D'accord. Bus 23. 15 minutes, ça va vite. Ouais. D'accord. Alors, monsieur Mickaël doit réaliser un stage le 13 juin 2016 dans un ESAT mosaïque. Il ne lui manque qu'une convention de stage produite par la mairie de Massy pour réaliser ce projet de réorientation professionnelle. Pouvez-vous l'aider à obtenir ce document? Pour plus d'infos, vous pouvez contacter le SAVS ci-dessus. Ils peuvent nous contacter s'ils veulent savoir un peu plus, s'ils veulent en savoir plus. Ok? Avec une enveloppe. C'est bien plié les feuilles. C'est bien plié les feuilles, Richard. C'est un professionnel bientôt des papiers. Hein. C'est un professionnel des feuilles de papier comme moi. Hein. Ok. Très bien. Bon, moi, je note d'appeler votre père la semaine prochaine, mardi prochain. Hein? Moi, je travaille beaucoup sur la question des sans-papiers et surtout des personnes ni expulsables ni régularisables.
Et là où je trouve que dans notre travail c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a un côté le système qui crée des personnes comme ça, des personnes qui doivent être en France mais dans la clandestinité. Mais d'un côté ils sont sûrs qu'ils seront jamais régularisés, et d'un autre côté en même temps ils peuvent pas forcément rentrer chez eux. Donc nous, moi je fais ce sujet aussi parce que ça me questionne et je me dis ouais mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a le côté ils n'ont pas de papier, donc niveau administratif c'est très limité. Et après, c'est le côté accompagnement plutôt psychologique, on va dire. Enfin, pas psychologique, mais oui, plutôt sur avancer en réfléchissant, en essayant de trouver de l'autonomie, mais autre part que par le droit. Donc c'est vrai que la société, des fois, on est un peu genre, mais vous êtes gentils, mais comment on fait, nous, pour aider les gens si vous nous donnez aucun dispositif d'aide possible? I sleep in the street. Yes. There is no organization for people. There is no plan for people. Every people fight together every day. And then police is here and just look. And you sleep here Yeah, since here, 10 I sleep for here. go inside? You Yeah, wait? I stay here in 10 days here to line, but one person have power, he go the first. Every people all push together. There is no plan for refugees. And then say go back. I don't know, here is really bullshit. And you are alone in France or you have Yeah, family? I'm alone. You have family in Pakistan? Afghanistan. Sorry. Yeah, my family is in Afghanistan. Yeah. Yes. Bon, good luck. Et Thank you. bonne chance. Thank you so much. On va essayer de faire bouger les choses. Yeah, I hope government, I don't know you in, listen to our. Yes. That's it. I hope too. Thank you. Moi, l'idée qui primait, c'était surtout de parler la langue. Donc, D'accord. on a des salariés somaliens, salariés soudanais, salariés afghans, des personnes qui parlent ourdou et perse, et la plupart des salariés ici parlent arabe. D'accord. Ce qui permet de rentrer en communication avec les gens plus facilement et qu'ils arrivent à nous confier des choses qu'ils ne confieraient pas d'habitude. Ouais. Un exemple tout simple, la plupart du temps, ils nous disaient qu'ils étaient nés en 01 1990. Ouais. Là, on arrive à avoir les vraies dates de naissance. D'accord. Parce qu'on crée un climat assez favorable pour pouvoir communiquer réellement avec les personnes. D'accord. Donc c'était ça. Après, la formation, ça reste quand même des questions, somme toute, très rapides et très de base. On n'est pas sur de l'accompagnement social, on n'est pas sur la technicité de l'accompagnement social. Ouais. Donc là, ça fonctionne relativement bien. Ouais, c'est pas du tout du social que vous faites ici, c'est Non, surtout de non. gérer l'urgence. On fait de la gestion d'urgence. On est à un campement a priori étiqueté humanitaire, donc on n'instruit pas de demande d'asile ici. Ah donc ouais. les gens n'ont pas besoin d'avoir des compétences de social. Ouais. Alors juste attention à l'intérieur à la caméra. Il y a écrit devant dans centre humanitaire Nous on Paris l'appelle un Nord. dispositif de premier accueil. Ouais. C'est comme D'accord. ça que ça se nomme très concrètement. C'est un DPA, dispositif de premier Ouais. accueil, qui permet d'héberger les gens. C'est ça, premier accueil. Ok. Les bureaux d'évaluation, donc 4 bureaux d'évaluation pour les personnes qui rentrent le matin. Ouais. Voilà, prendre un peu de temps avec eux en 20 minutes en essayant de comprendre un peu leur situation. Et ensuite, ils intègrent l'hébergement et ils passent au pôle santé. Sur les vulnérables, donc les côtés famille, mineurs isolés, étrangers, non accompagnés, femmes enceintes et autres, on a 2 bureaux d'évaluation, on fait le même processus. On envoie nos demandes à l'État, à l'État, ça principalement, et ils nous trouvent des solutions d'hébergement pour les familles. En 20 minutes, vous arrivez à avoir... Sur les familles, ça dure un peu plus longtemps. Ouais. Mais pour les hommes, oui, en 20 minutes, ouais, ça y est, de toute façon, ils se sont passés le mot, ils connaissent à peu près les questions qu'on va leur poser. D'accord. Ouais. Et il faut savoir qu'on n'est pas le premier centre humanitaire que les personnes rencontrent. Ouais. Quand ils arrivent à Lampedusa, ils ont déjà un premier check, ils ont déjà un premier contact avec comment on gère la question de la migration en Europe, en Occident. Ensuite, quand ils vont partir de Lampedusa, ils vont aller sur le continent, mais ils vont rencontrer un autre centre. Et puis ensuite, tout au long de leur parcours, ils vont rencontrer différents centres, différents bénévoles, différents collectifs. Donc du coup, ils savent quand même déjà au fur et à mesure, en arrivant ici, comment
ça se passe entre guillemets. Pour les Afghans, alors là, c'est encore pire, parce que du coup ils font la Grèce, la Bulgarie, ils passent par l'Autriche, l'Allemagne, et tous ces pays-là ont déjà des centres qui gèrent d'une façon différente. On peut critiquer ou pas, mais en tout cas les migrants arrivent à comprendre comment ça fonctionne. Moi, c'est ce qui m'intéresse justement avec les sans-papiers, c'est est-ce que c'est pas que de l'urgence avec des personnes, comment dire à quelqu'un qui n'a pas de papier, situation régulière, on va faire un projet sur 5 ans, tu vois, c'est compliqué. Donc moi, c'est un peu ça que je questionne. Est-ce que c'est pas que l'urgence, en fait, le travail auprès des personnes en situation irrégulière? Est-ce que c'est du vrai travail social? Est-ce qu'on peut imaginer des objectifs à court, moyen, long terme, comme on nous apprend que c'est bien d'avoir des objectifs? Donc voilà, c'est... L'idée dans le social, c'est quand même aussi la temporalité. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, dans 5 mois, c'est aujourd'hui. Mais d'arriver à dire à la personne, projette-toi. Quand ça va pas, quand tu baisses les bras, tu te dis, voilà, moi, mon objectif, c'est dans quelques années. C'est pas maintenant. Et d'arriver à redonner de la projection dans le temps et d'arriver à donner de la représentation dans le temps à ce que la personne pourrait être plus tard. Ça, c'est important. Pas facile, mais... Ah, c'est pas facile, le travail social, s'il y avait un travail, c'est pas facile. Ça, je parce que ça fait écho directement à ce qu'on est en tant qu'être humain. Maintenant, comme c'est une rencontre qui n'est pas d'égal à égal, parce que c'est la personne qui se retrouve dans un cadre où toi tu es professionnel, c'est pas comme si tu rencontrais quelqu'un dehors, ça devenait ton pote et voilà. Du coup, cette différence dans la relation permet qu'on peut arriver à prendre de la distance et à se dire, bon, il faut que j'arrive à poser les choses de façon méthodique et arriver à réfléchir comment je pourrais amener la personne d'un point A à un point B. Même s'il faut passer par C et V en bas, c'est pas grave. L'idée, c'est d'arriver après. Et la frustration, c'est que nous, on n'a pas la finalité. Parce que la vie de la personne ne nous appartient pas. Toi, après, tu peux partir de ton boulot parce que tu as une autre opportunité ailleurs. La personne peut être réorientée ailleurs parce que c'est le système qui le veut. Et donc, du coup, c'est tout ce que tu... Mais il faut croire dans la capacité des ressources des personnes aussi. Ah bah oui, c'est heureusement vraiment très important. La soutenance, combat de boxe. Bon, comment allez-vous? Ça va? Quand vous allez permettre à des personnes d'accéder à leurs droits, vous n'allez pas mener des entretiens de relations d'aide. Vous allez mener des entretiens de transmission d'informations, de conseils, d'orientation, de construction d'un projet, etc. Là, nous, on va se centrer, parce que c'est l'entretien le plus difficile, on va se centrer sur l'entretien de relations d'aide. Donc je repose la question, à quoi ça va servir de mettre son cadre de référence de côté dans le cadre d'un entretien de relations d'aide? Ça permet d'accompagner absolument tout le public qu'on reçoit, en fait, sans faire de distinction. Et c'est sûr que certaines personnes, on va avoir tendance à plus les apprécier que d'autres, forcément. Et le fait de mettre de côté son cadre de référence, ça permet de travailler de la même façon avec tout le monde, voilà. Oui. Une personne comme ça qui n'est pas engagée, qui ne fait pas ce métier pour vraiment aider, voilà, la personne, elle va le faire avec tout son cadre de référence. Ça, et voilà, si la tête de la personne lui plaît, elle va l'aider. Si ça ne lui plaît pas, elle ne va pas l'aider. Et puis ainsi de suite. Et il y en a. C'est une manière de considérer l'autre aussi que de lui dire ensemble, on est dans un cadre commun où on va essayer de faire quelque chose ensemble. C'est partagé, je trouve. Oui. Vous vous rappelez la question que Carl Rogers vous pose pour justement construire cette relation d'aide? Vous vous rappelez cette question? Carl Rogers nous pose la question, y a-t-il possible coopération? Ça se construit, cette capacité à être congruent, comme ça se construit cette capacité à être empathique, etc. etc. C'est pour ça que, voilà, hein, vous voyez, moi j'ai cette mission de vous apporter des éléments théoriques et en même temps, c'est bien vous qui allez construire ça demain et après-demain et toute votre vie professionnelle. D'accord?
Nadia disait, il faut qu'on soit soi-même. La relation d'aide, elle permet d'être soi-même. Hein, parce que être congruent, c'est ça. Oui, Marine. Est-ce qu'on doit montrer la même chose si on est ému? À votre avis? Bah oui, mais pas trop parfois. Une personne arrive, elle vient de trouver un travail, vous n'avez pas le temps de réagir, elle vous prend dans ses bras. Mathieu. Je sais pas comment je réagis. Bon, ça vous est pas arrivé encore? Non? Ça m'est arrivé qu'on me fasse la bise, mais qu'on me... Non, qu'on m'enlace en entretien, pas encore. Non, ça va pas tarder. On m'offre des cadeaux aussi. Mais on vous offre des cadeaux. Mais la personne arrive, elle vous fait la bise. Elle est contente, elle vous dit « J'ai trouvé un travail. Vous allez faire « Oui, c'est très bien. » Je suis assistante sociale, je suis professionnelle, je ne montre pas mes émotions. Ça existe, ça Ça veut dire, si jamais la personne vient en pleurant, est-ce qu'on pleure avec elle pour l'accompagner dans son désarroi? Si elle nous raconte toute sa vie horrible et que... Mais la personne, elle a besoin de vous voir, vous, comme Carl Rogers nous dit quoi? Un être réel. Comme un être réel. C'est plus menaçant, Nathalie, d'être lisse pour une personne, de ne rien dire ou de faire comme si de rien n'était. Et puis à un moment donné, quand il vous demande quelque chose, vous dites non, bah non. Voilà. Et là, l'agacement, il est là. Il revient. Il revient de toute manière. La personne, il faut que rapidement, elle voit que vous êtes centré sur elle. Que vous n'êtes pas en train de faire la liste de courses pour ce soir parce que vous avez un dîner assez important avec des amis. Vous voyez ? En fait, ça restitue, j'ai l'impression, un peu la relation d'aide parce que c'est vrai que moi, j'ai dans l'idée au début, c'est de trouver une solution. Bon, personne n'a pas d'hébergement, donc on est frustré, on se dit il faut qu'on fasse quelque chose pour elle, surtout qu'elle n'est pas bien, nanana. Alors qu'en fait, le but de la relation d'aide, si je comprends bien, c'est vraiment de prendre du temps et d'élaborer les choses avec elle avant d'abord de l'accueillir et c'est de l'aider elle à se sentir mieux, mais pas seulement dans une réponse immédiate. C'est là où je comprends mieux la phrase « il n'y a pas d'urgence dans le travail social ». Parce qu'avant, je ne comprenais pas, j'avais l'impression que c'était... Il faut répondre immédiatement à une demande, alors qu'en fait, c'est pas forcément par ce biais-là qu'il faut passer pour construire une relation d'aide. Je sais pas, c'est ce que je comprends. Oui. Ça fait foncé, clair, foncé là en bas. Les ombres là. Ah oui. Là, vous voyez? Mais je vois pas le nom. Je sais pas. Non, Le contraste. Le contraste. Non, un pli, comment on appelle ça? Un pli comme ça. Un pli. C'est un pli, les plis. Voilà. Là, vous le faites à votre façon. Vous n'êtes pas obligé de copier à 100% comme on a fait avec les pommes. Vous les faites à votre manière. Vous les faites librement. Est-ce qu'il y en a qui veulent garder la pomme ou est-ce que je les ramasse? Et ils habitent à côté? C'est moi. La réartiste. Qu'est-ce que je vais faire? Intéressant. Je les ai monopolisés. Il faut marquer Paris. Oui. Il faut marquer Paris, voilà. Et votre signature. Moi, cette année, je pense que j'ai compris, en fait, ce que c'était de devenir travailleur social. Alors qu'avant, je pense que je le percevais pas très bien. Là, j'ai vraiment compris. Et du coup, ça m'emballe encore plus. J'ai pas du tout envie de sauver les gens, maintenant. C'est plus du tout le... Non, je suis hyper contente, ouais. Je suis hyper contente que ça arrive au bout et j'ai hâte. J'ai hâte de bosser, je sais pas, dans une asso, j'ai hâte d'être à mon poste, de mettre en pratique vraiment tout ce que j'ai pu apprendre là. Mais voilà, mais c'est un travail qui s'apprend, quoi, vraiment. Je pense qu'on porte une envie, mais après on apprend, on l'élabore au travers de la méthode, au travers du cadre. C'est pas un métier qui s'improvise, hein, vraiment pas. Il y a quand même, pour aider les gens, il y a besoin de méthode. Je veux dire, et comme dit Corinne quand elle dit c'est un travail de recherche, moi je l'assimile assez à ça aussi.
On recueille des données sur la vie des gens, ensuite on évalue les gens, donc on évalue leurs besoins, on évalue ce qui fait frein pour eux, leur potentialité. Ensuite on met en place un plan d'action, il y a toute une méthode à suivre qui ne se fait pas comme ça. Donc c'est un métier qui s'inscrit dans un cadre sur lequel on s'appuie et qui est aussi rassurant pour les gens qu'on accompagne. Mais tout ça je le comprenais pas avant. J'en avais l'idée, quoi, vite fait. Et là, maintenant, je peux le tester et je peux voir que ça marche déjà, donc c'est cool. Et je dirais, non, les 3 ans étaient bien nécessaires quand même. Hein. Voilà. Donc, le deuxième, c'est pour moi. Oui. Allez, on va faire avec le jeu. Voilà. Oui. Alors, non, je vais donc prendre ça. Oui. Ça, c'est les pommes, ça, Gérard. Non, mais... Ah, il y a aussi des j'avais pommes. oublié ça. Bon, C'est bon messieurs, Au revoir. au revoir.